Bonjour à tous, je m'appelle Adrien de Liège et je suis chercheur en intelligence artificielle à l'Université de Liège. Alors, dans cette présentation, on va un petit peu parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet très moderne, évidemment on en entend beaucoup parler, et ce que vous ne savez pas, c'est que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans votre vie de tous les jours sous de nombreuses formes. Par exemple, les voitures Tesla qui conduisent toutes seules sur l'autoroute, par exemple. Ou les systèmes Alexa d'Amazon dans votre maison qui peuvent répondre à toutes sortes de questions. Ou encore Snapchat qui détecte automatiquement votre visage pour mettre des filtres avec des petites oreilles de chien. Ou Facebook qui vous tague automatiquement. Donc tous ces systèmes-là, à un moment ou à un autre, utilisent ce qu'on appelle un petit peu de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez peut-être vous dire, oui, ça doit être très compliqué, je ne saurais jamais comprendre ce qu'il y a là derrière. Mais détrompez-vous. En fait, la base de l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que des mathématiques de 5e et de 6e secondaire. Donc, cette présentation va en fait faire intervenir des notions que vous connaissez pour vous montrer comment on va apprendre à un ordinateur à traiter des images. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec une question toute simple pour vous. Quel est le chiffre que vous voyez sur cette image? Bon là, c'est pas très compliqué, vous allez me dire c'est le chiffre 2. Mais pourquoi est-ce que c'est le chiffre 2? Parce que ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Bon, en fait, vous avez appris, vous, à reconnaître les différents chiffres, et vous pouvez donc déduire que c'est le chiffre 2. Mais un ordinateur, lui, a priori, il n'en sait rien. Que voit l'ordinateur? En fait, lui, il ne voit pas cette image. Tout ce qu'il voit, votre ordinateur, c'est un tableau de nombres. Un énorme tableau de nombres, comme celui que je vous montre à l'instant. Des nombres, ici tous compris entre 0 et 1, où 0 indique un pixel noir et 1 un pixel blanc. Et ça, c'est tout ce que l'ordinateur reçoit, voit comme information, lui. Et donc, comment lui apprendre, à travers cette énorme grille de nombres, à reconnaître le chiffre 2? C'est ça, en fait, toute la difficulté de l'intelligence artificielle que nous allons voir aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque les images sont un peu plus compliquées, par exemple avec des images couleurs, il y a encore plus de données à traiter. Il y a une grille de nombres qu'on appelle la chaîne rouge, une grille de nombres la chaîne verte et une grille de nombres pour la chaîne bleue. Et en fait, c'est la combinaison de ces trois grilles de nombres qui vous donne la couleur. Donc avec des images, je veux dire encore plus de la vie de tous les jours, il y a encore plus de données à traiter. Voilà, commençons donc notre première partie. Je viens de parler des données, mais les données, c'est la base de l'intelligence artificielle. Alors, qu'avons-nous comme données à notre disposition? Dans cet exposé, nous allons traiter des images de chiffres comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. Nous avons une base de données composée de 60 000 images qui ont une taille de 28 pixels par 28 pixels, et on a donc 10 chiffres différents à reconnaître, ou en tout cas à apprendre à l'ordinateur à reconnaître, de 0 à 9. Donc notre objectif, ça va vraiment être d'apprendre à l'ordinateur à reconnaître les différents chiffres. La première chose qu'on va faire, c'est prendre notre image sous forme de tableau de nombres, puisque c'est pour l'ordinateur, c'est un tableau de nombres, et on va représenter cette image sous forme d'un long vecteur. Donc on va simplement reprendre toutes les données, une par une, et les aligner sous forme d'un vecteur colonne, où les différentes données, D1, D1, seront maintenant appelées D1, D2, et ainsi de suite, jusqu'à Dn. Ça, c'est la première étape. Voilà, nous arrivons déjà à la deuxième étape, où on va commencer à faire des calculs. Donc là, ça va se compliquer un petit peu. Mais pas beaucoup, rassurez-vous. Que va-t-on demander à l'ordinateur? Un ordinateur, c'est surtout bon pour faire des calculs, des additions, des multiplications. Donc on va demander à l'ordinateur, à partir d'un vecteur colonne qui représente une image, de calculer, de faire des opérations pour calculer des scores qui correspondent à chaque classe que l'on essaye d'identifier. Donc par exemple, on va demander à l'ordinateur, étant donné cette image, quel est le score que tu attribues pour cette image pour qu'elle appartienne à la classe 1, ou à la classe 2, ou à la classe 3, et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est un 1, est-ce que c'est un 2, etc. D'accord? Comment calculer ces scores? Eh bien, une façon de faire, que je vous montre ici, c'est de faire, par exemple, 3 fois D1, moins 5 fois D2, plus 4 fois D3, et ainsi de suite, et de terminer par
plus 2 fois dn-1 moins dn. Voilà. C'est un calcul, une possibilité d'attribuer un score SE pour dire si notre nombre, est le nombre E ou pas. Alors, les nombres ici que j'ai choisis, 3, moins 5, 2, moins 1, les coefficients, bon, je les ai choisis arbitrairement, donc de manière générale, on va les noter x1e, x2e, xne, pour dire que ce sont les coefficients qui vont de la donnée des n au score SE, de la donnée des E au score SE, et ainsi de suite. Donc, de manière générale, comme vous pouvez le voir, le score SE, on va le calculer comme étant la somme des DI fois les XIE. Ça, c'est le score SE. Ça va être le score pour la classe E. Est-ce que mon image représente un E? Oui ou non? Notez bien que le score SE est calculé avec les mêmes poids XIE pour toutes les images. Donc ça veut dire que si je change mon image, évidemment le score va changer, mais c'est parce que l'image change. Les poids sont partagés, les poids sont les mêmes pour toutes les images. Évidemment, on va continuer en calculant un score S2. Est-ce que mon image est susceptible de montrer le nombre 2 ou pas? Pour ça, on va calculer cette somme des DI XI2 avec un autre jeu de poids, les XI2. Et ainsi de suite. On va faire ça pour toutes les classes. Maintenant, quand est-ce qu'un score est grand ou suffisamment grand? Par exemple ici, vous avez l'image d'un 2. Imaginez le premier cas, où l'ordinateur va vous calculer le score 5,4 pour la classe 2. Est-ce que c'est grand 5,4? Ça dépend des autres scores. Dans le premier cas, 5,4 est clairement le plus grand. Ça veut dire que l'ordinateur a plutôt fait un bon boulot puisqu'il a donné le plus grand score à la classe 2, donc il a bien identifié cette image comme étant un 2. Par contre, dans le deuxième cas, 5,4, ce n'est plus si grand que ça. Et oui, pour la classe 1, il y a un score de 6,2. Pour la classe 3, il y a un score de 7,4. Donc clairement, dans ce cas-ci, le score de 5,4 n'est pas bon. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour distinguer un bon 5,4 d'un mauvais 5,4? De manière générale, quand est-ce qu'un score est suffisamment grand? Ça dépend des autres scores. Et puis ici, vous voyez qu'il y a des scores potentiellement négatifs. Je n'ai mis aucune contrainte sur les XIJ, ni sur les données. Donc, est-ce qu'on veut vraiment traiter un score négatif? Intuitivement, est-ce qu'on peut avoir moins 5,3 ou moins 3,6 comme score pour une certaine classe? Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Bon, on va d'abord répondre à cette question. Et pour ça, je vais vous laisser un petit peu de temps de réflexion. Donc là, pendant 30 secondes, vous n'allez plus me voir. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner une fonction f qui permet de transformer n'importe quel nombre réel en un nombre positif, mais de sorte que la fonction soit croissante. Parce qu'évidemment, si un score est plus petit qu'un autre, après transformation par f, il faut qu'il reste plus petit que le second nombre, évidemment. D'accord? Donc c'est parti, je vous laisse quelques secondes, une vingtaine de secondes pour réfléchir. Voilà, j'espère que la réflexion a été bonne. Alors, peut-être que vous avez commencé par dire la fonction x carré ou la fonction valeur absolue de x. Mais ça, c'est le piège habituel. Effectivement, ces fonctions-là rendent n'importe quel nombre positif, mais ce ne sont pas des fonctions strictement croissantes. Si vous avez un score de moins 5 qui est plus petit qu'un score de 3, par exemple au carré, 25 va devenir plus grand que 9, et donc l'ordre ne sera pas respecté. Alors la solution que vous avez peut-être trouvée, c'est la fonction exponentielle. Ça, c'est une très bonne solution, c'est la fonction qu'on va utiliser. Elle est strictement croissante et elle transforme n'importe quel nombre en nombre positif. Bien, là, on a répondu à une première partie de la question, mais maintenant, comment relativiser ces nombres les uns par rapport aux autres? Par exemple, maintenant, 221, est-ce que c'est grand? De nouveau, ça dépendra des autres nombres, il pourrait y avoir 3000 à côté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, je vais vous donner la solution, parce que ce n'est pas forcément facile d'y penser,
Mais ce qu'on va faire, c'est regarder quelle proportion chaque nombre représente par rapport au total. Dans ce cas-ci, le total est de 243. Et par exemple, 221 représente 91% de 243. On fait simplement 221 divisé par 243. Et on va prendre donc chaque nombre qu'on divise par le total, donc ici par 243, pour obtenir un nombre entre 0 et 1. La somme de ces nombres vaudra 1, et c'est ce qu'on appelle un vecteur de probabilité. On va interpréter ce vecteur comme étant la probabilité que l'image de départ représente un 1, un 2, un 3, et ainsi de suite. Donc dans ce cas précis, on dira qu'il y a 91% de chance, selon l'ordinateur, que l'image initiale représente le chiffre 2. Il y a 3,4% de chance qu'elle représente le chiffre 3. D'accord ? Alors, si je résume un petit peu, on a notre image qui a été remise sous forme de vecteur. On demande à l'ordinateur, au moyen de poids xij, de calculer 10 scores. Et on va utiliser la fonction softmax, c'est-à-dire l'exponentielle divisée par le total qu'on a obtenu, pour obtenir un vecteur de probabilité. Et c'est ce vecteur de probabilité maintenant qui va nous intéresser. Alors, on va calculer ces vecteurs de probabilité avec les poids xij. Donc ce qui nous intéresse, dans notre cas, c'est de trouver les meilleurs xij possibles, de sorte que lorsque l'image initiale est un 1, eh bien ce soit la probabilité P1 qui soit la plus grande. Et lorsque l'image initiale est un 2, ça doit être la probabilité P2 qui doit être la plus grande. D'accord ? Mais les xij sont les mêmes pour toutes les images. Donc il faut trouver le meilleur jeu de xij qui fera en sorte que, peu importe l'image qu'on met au départ, on va avoir une bonne probabilité que l'ordinateur donne l'image, le chiffre de départ. D'accord ? Maintenant pour ça, mais il va falloir peut-être mesurer les performances de l'ordinateur. Il ne peut pas simplement nous envoyer des nombres, on est obligé de lui dire quand il se trompe et quand il a raison. Et ça, c'est l'objet de la section suivante. On va utiliser ce qu'on appelle une fonction de coût. Alors, prenons l'image du 2 qui se trouve ici, et son vecteur de probabilité associé, disons, calculé par l'ordinateur. Ici, l'ordinateur fait plutôt un bon travail, puisqu'il nous dit qu'il pense qu'il y a 87% de chances que cette image soit un 2. Idéalement, on aurait aimé qu'il nous donne 100% de chance que ce soit un 2, et forcément 0% de chance que ce soit le reste. Mais bon, 87% de chance, c'est déjà pas mal, c'est honorable. Son erreur est relativement mineure, donc on va lui imposer un coût faible. Ça ne va pas lui coûter grand-chose de commettre cette erreur mineure, cette erreur faible. C'est comme vous, si vous faites une petite infraction dans la rue, vous allez avoir une petite punition. Pour le réseau, pour l'ordinateur, c'est pareil. Et donc, ici, si jamais P2, le nombre qui est surligné en vert, P2 tend vers 1, il faudrait que le coût tende vers 0. Il y a déjà des notions de limite qui vont arriver. Et je continue. Maintenant, imaginons que pour cette même image, l'ordinateur il se soit trompé et il donne 3% de chance que ce soit un 2. Là, forcément, il commet une erreur qui est très grave. C'est vraiment très mauvais, 3% de chance pour que ce soit un 2. Donc là, ça va lui coûter très cher de faire cette mauvaise prédiction. C'est comme vous, si vous commettez un crime très grave, vous allez avoir une peine très lourde, vous allez faire de la prison, avoir une grosse amende. L'ordinateur, ça va être pareil. Donc dans notre cas, si l'image d'entrée est un 2, si P2 tend vers 0, alors le coût, ça va lui coûter infiniment cher de faire cette erreur. Le coût va tendre vers plus l'infini. Et donc on est tout doucement en train de discuter d'une fonction de coût qui aurait les propriétés suivantes. À nouveau, je vais vous laisser un petit peu le temps de la réflexion. Comment va-t-on construire notre fonction de coût ? Je vous demande de donner une fonction f, dont la limite en 0 plus est plus l'infini, et dont la valeur en 1 vaut 0. À vous de jouer. Voilà, alors avez-vous trouvé ? Alors,
Si vous êtes en 5e ou en réto, normalement vous avez des réponses un petit peu différentes. En 5e, vous avez pu trouver peut-être la fonction 1 sur x moins 1. Et si vous êtes en réto, vous avez peut-être trouvé la fonction moins ln de x. Donc voici les solutions. Dans notre cas, on va utiliser la fonction moins ln de x. Alors si vous ne la connaissez pas, simplement dites-vous que c'est la fonction qui est tracée ici en bleu, qui est plus ou moins similaire à 1 sur x moins 1. Ce n'est pas important de savoir exactement la forme de la fonction. Okay. Donc voilà la fonction de coût qu'on va utiliser, moins ln de x. Donc, revenons à notre exemple. Lorsque l'ordinateur dit que cette image a 87% de chance d'être 2, le coût qu'on va lui donner est de 0,14. Voilà, c'est pas énorme. Alors que lorsqu'il y a 3% de chance, selon l'ordinateur, que cette image soit 2, le coût sera déjà nettement plus grand, 3,51. C'est quand même beaucoup plus grand que 0,14. Et donc, de manière générale, si l'image d'entrée est le nombre j, le coût associé sera moins ln de pj, la jm probabilité. Ok ? Bien. Donc maintenant, reprenons un petit peu. Nous avons m images, 60 000 images. Nous faisons des calculs avec nos paramètres x, y, j. Et donc, nous allons avoir pour chaque image un coût. D'accord ? Ce coût dépend de x, y, j. Ok, ça veut dire que le coût total pour toutes nos images, ce sera la somme des coûts individuels. Et forcément, le coût total va dépendre de ces fameux paramètres x, y, j qu'on a depuis le début. Mais maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver les meilleurs x, y, j possibles pour avoir un coût aussi faible que possible, n'est-ce pas? Mais là, on vient en fait de mathématiser notre problème. On doit trouver les paramètres x, y, j qui minimisent la fonction de coût total. On a donc un problème d'optimisation, un problème d'extréma. Alors ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains d'entre vous, ou de bons souvenirs si vous aimiez bien cette matière. On va être en plein dans la matière de problèmes d'optimisation. Et donc c'est ce qui va nous attendre à la section suivante. Alors, un problème d'optimisation. Vous n'avez peut-être pas vu ce terme-là explicitement, mais rappelez-vous des énoncés du type « Un fermier possède 100 mètres de clôture et doit faire une clôture rectangulaire. Quelles doivent être les dimensions pour avoir une aire maximale, sachant qu'elle est adossée à un mur ?» Ce genre d'énoncés et de problèmes. Ça doit vous rappeler quelque chose, non? En tout cas, si vous êtes en réto, ça doit vous rappeler quelque chose. Bien. Donc, comment est-ce qu'on aborde en général ces problèmes d'optimisation? On trouve la fonction f de x à optimiser, on calcule sa dérivée, on fait un tableau de signes de la dérivée, qui nous donne des flèches qui montent et qui descendent, la croissance ou la décroissance de la fonction, et on peut identifier ensuite les minima et les maxima de la fonction. Facile, non? Bon, en pratique, dans notre cas, ça ne va pas être aussi simple, malheureusement. Parce qu'on a beaucoup de variables. Tous nos x, y, j sont des variables. Alors que vous, ce que vous avez vu, c'est uniquement des optimisations avec une variable, une fonction de x. On va commencer par une fonction d'une variable, et puis on va passer à plusieurs variables. Alors, par exemple, considérons la fonction de coût suivante, que j'ai inventée. Donc c'est ax exposant 4 plus bx cube plus cx carré plus dx plus e, avec les paramètres que vous voyez sur le slide. Donc la fonction, je vous l'ai tracée, et je vous demande, essayez de trouver quelle est l'abscisse du minimum, donc le poids x, la valeur de x, qui minimise la fonction de coût. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans cette présentation. Donc trouver la valeur de x min. Bon, comment faire pour l'ordinateur? Là, on a notre fonction. Pour un ordinateur, on va commencer par prendre une valeur au hasard. Parce qu'avec l'ordinateur, on ne va pas pouvoir se permettre de calculer la dérivée avec une formule comme ce que vous avez vu comme formule à l'école. L'ordinateur, il ne va pas pouvoir faire ça. Donc on va commencer par prendre une valeur au hasard. Par exemple, 0,7. On va calculer le coût en 0,7, il vaut 5, quelque chose. Et puis, que va-t-on faire? Là, il faut bien distinguer quand même ce que vous, en tant qu'humain, vous voyez à partir du graphique et ce que l'ordinateur, lui, voit. Vous, à partir du graphique, vous voyez bien que si je choisis 0,7 comme abscisse, il faut que je prenne une abscisse un peu plus grande, un petit peu sur la droite, pour aller chercher le minimum. Alors que l'ordinateur, lui,
Tout ce qu'il sait, c'est que quand vous prenez x qui vaut 0,7, le coût vaut 5,74. Donc, comment faire comprendre à l'ordinateur qu'il doit aller chercher une valeur un peu à droite? Pour ça, ce serait peut-être pas mal d'utiliser la notion de dérivée. Pourquoi la notion de dérivée? La notion de dérivée vous donne la pente de la tangente au graphe en le point que vous considérez. Donc ça, ce sont des équations que vous avez déjà vues en cours. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, petite vidéo pour vous montrer ce que c'est la dérivée. Considérez le point A, f de A en vert, qui est notre point d'intérêt, 0,7, 5, quelque chose. On va essayer d'avoir la pente, donc une direction, dans laquelle penche la courbe bleue, qui est notre fonction, en ce point-là. Et pour ça, on va prendre un point x un peu à côté, un peu plus loin, calculer la fonction f de x, et tracer une droite, qui est la droite en orange, entre le point vert et le point bleu. Cette droite a une pente, f de x moins f de a sur x moins a, delta y sur delta x, différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Et on va ensuite rapprocher le point x du point A. En rapprochant le point x du point A, la pente qu'on calcule tout le temps évolue. Et lorsque x est très proche de A, comme maintenant, on obtient ce qu'on appelle la dérivée de la fonction en notre point A, f de A. Donc ici, la pente qu'on obtient vaut moins 2,33, moins 2,34, qui correspond, si vous voulez, à la pente de votre courbe bleue, de votre fonction, en le point vert qui nous intéressait. Alors, c'est génial tout ça. Donc, pour obtenir l'information sur la pente, là où on a notre point vert, l'ordinateur doit calculer C' de 0,7. Ah, ok, C' de 0,7. Comment est-ce qu'il va faire? Là, je vais devoir prendre un petit raccourci. L'ordinateur, il ne va pas calculer C' de x pour tout x et puis évaluer en 0,7. L'ordinateur, en connaissant les opérations qui mènent au calcul de C de x, sait automatiquement que vaudra la dérivée C' de 0,7. Ça, c'est un peu technique, donc je vais juste passer ce passage-là. Mais l'ordinateur sait calculer C' de 0,7 directement. Dans ce cas-ci, il va avoir C' de 0,7 qui vaut moins 2,34. C'est ce que je vous ai montré sur la vidéo. Génial. Donc on sait maintenant, grâce à ce calcul, que la fonction penche et décroît en notre point vert. Donc là, c'est déjà une indication pour notre ordinateur, pour qu'on puisse lui dire « Ah, mais écoute, la fonction, elle penche vers la droite, donc tu dois aller, pour aller au minimum, chercher une valeur maintenant un peu plus à droite, une valeur de x plus grande que 0,7. » Par exemple, 0,7 moins C' de 0,7. En faisant ça, on tient compte vraiment de la valeur de la dérivée. Si la dérivée est grande, on fera un grand saut. Si la dérivée est petite, on fera un petit saut. Donc ici, suggestion, on va aller chercher 3,04. Et donc maintenant, on recommence, on essaye avec 3,04. Vous voyez, nous, en tant qu'humains qui trichons, on voit qu'on s'est rapproché du minimum, c'est très bien. Et on va recommencer. On va calculer maintenant pour l'ordinateur C' de 3,04. Moins 2,37, ça penche toujours vers la droite. On prend donc 3,04 moins 2,37, ça fait 5,41. Ah, regardez, là, on a dépassé le minimum. Donc on va devoir prendre une valeur un peu plus à gauche, et ça se manifeste par la dérivée, qui est positive. Donc on a maintenant une fonction qui monte, donc il faut aller chercher une valeur un peu plus petite. Vous voyez que la dérivée, maintenant, elle prend des grandes valeurs. 18,75, donc la valeur suivante suggérée, c'est moins 13,34. C'est quand même beaucoup. Puis moins 3509, et puis bouf, ça ne fonctionne pas, on fait des pas qui sont trop grands. Alors, que se passe-t-il? La méthode, c'est pas qu'elle ne fonctionne pas, c'est juste qu'on fait des pas un petit peu trop grands. On va sauter des valeurs, d'une valeur à une autre, de manière avec des sauts qui seront trop brusques. Il va falloir rétrécir, raccourcir un petit peu les sauts qu'on va faire. Alors, si on mathématise un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était prendre une valeur x0 au hasard, puis calculer x1, x2, x3, et donc de manière générale, à partir de xi moins 1, on calculait xi, donc on calcule une nouvelle valeur xi, à partir de xi moins 1, en soustrayant C' de xi moins 1. Et c'est ce saut, cette mise à jour, si vous voulez, qui est un peu trop grande. Donc ce qu'on va faire dans la pratique, c'est prendre une fraction seulement de ce saut, par exemple 20% de ce saut, ou 10% de ce saut. En pratique, parfois on prend même 0,1% de ce saut.
Ici, prenons par exemple lambda, donc 20%, lambda égale 0,2, 20% de ce saut. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une valeur de test et la remplacer systématiquement par elle-même, moins 20% du saut. Et on va itérer comme ça encore et encore. Que va-t-il se passer maintenant? On fait des sauts beaucoup plus petits, et donc comme vous le constatez, on va lentement mais sûrement se diriger vers le minimum. Alors accélérons un petit peu, voilà. On constate qu'après quelques étapes, on arrive bien au minimum. L'ordinateur arrive bien à trouver le minimum de la fonction, l'abscisse minimale, 4,08 dans ce cas-ci. Alors, notez que si on avait démarré ailleurs, par exemple à 5, quelque chose, comme ici, voilà, l'ordinateur arrive quand même à se débrouiller. Il fait d'abord un grand saut vers la gauche, et puis un saut vers la droite, et puis il finit par se stabiliser dans la position du minimum. Donc tout se met bien. Notez bien que l'ordinateur, lui, tout ce qu'il voit, c'est uniquement le trajet qu'il fait. Il n'a aucune idée de la forme de toute la fonction. D'accord ? Et donc, a priori, l'ordinateur, il ne sait même pas s'il est dans le minimum le plus bas de la fonction ou pas. Il pourrait y avoir des minima ailleurs, encore plus bas, encore meilleurs, mais ça, on ne saurait pas forcément les atteindre. C'est comme ça dépend d'où on choisit notre poids initial, et ça, on le fait de manière aléatoire. Et pareillement, si je commence de l'autre côté, vous voyez que l'ordinateur, il va avoir cette vision-là uniquement de la fonction. Alors, vous allez me dire, ici ça va, on avait une variable, c'est pas trop compliqué à gérer avec l'ordinateur et avec le petit algorithme qu'on vient de voir. Mais dans notre cas de XIJ, là, on en a combien? On avait 784 variables données en entrée pour 10 classes, donc on va avoir 7840 variables. Vous imaginez? Déjà, une variable, on a dû faire tout un bazar pour trouver le minimum. Là, on a 7840 variables. Comment gérer les dérivés? Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on ne saurait jamais faire ça. Mais à nouveau, détrompez-vous, vous savez en fait faire des dérivés lorsque vous avez 7840 variables. Comment ça? Considérez l'exemple suivant. Je vous ai mis deux variables. Je vous ai mis une fonction, donc f de xy. Voilà, x carré y cube plus sinus de 4x plus cos de 5y. Eh bien, vous êtes capable de dériver par rapport à la variable x en considérant que la variable y est simplement une constante, comme si c'était un nombre. Je vous laisse quelques instants de réflexion. Et oui, voilà la dérivée par rapport à x. Alors, je n'ai pas noté f' parce que prime, c'est quand il n'y a qu'une variable et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, j'ai mis df dx, alors c'est des d, c'est des espèces de d, pour dire que je dérive la fonction par rapport à x. On obtient dans ce cas-ci 2xy cube plus 4 cos de 4x plus cos de 5y. Pourquoi pas? Mais on peut aussi dériver par rapport à y maintenant, en considérant que x est une constante. Alors ça va peut-être vous perturber un peu, parce que d'habitude c'est x votre variable, mais allez-y, essayez. Et voilà, ici la solution, ça va être 3x carré y carré moins 5 cos de 4x plus cos de 5y fois sinus de 5y. Donc vous voyez, vous êtes capable de dériver une fonction de plein de variables par rapport à une variable à la fois. Donc pour en revenir à notre problème, on est capable de gérer les dérivés. Avec une seule variable, on prenait une valeur de test qu'on remplaçait par itération, par elle-même, moins un pourcentage du saut, c'est-à-dire la dérivée par rapport à la valeur de test. Avec plusieurs variables, ça va être le même principe. On a une fonction de coût qui dépend de xa1, xa2, etc. Pour chaque ij, on va choisir une valeur xij de test, au hasard, et puis itérativement, on va la remplacer par elle-même, moins lambda, par exemple 20%, 0,2, de la dérivée de notre fonction de coût par rapport à cette variable, évaluée en nos valeurs de test.
Donc c'est le même principe que ce qu'il y avait à une variable, mais transposé à plusieurs variables. Et c'est maintenant que l'ordinateur, en fait, il apprend, il s'améliore et il devient intelligent. C'est ça, en fait, l'intelligence artificielle. C'est lorsque l'ordinateur, on lui apprend à se mettre à jour et à modifier ses variables, ses paramètres, pour trouver le minimum d'une fonction. C'est là qu'il devient intelligent. Et donc vous allez vous demander maintenant, mais quand est-ce qu'on l'arrête, l'ordinateur? C'est le sujet de la section suivante. Alors, a priori, vous allez peut-être vous dire, plus je vais laisser l'ordinateur tourner et apprendre, et plus il va devenir fort, incroyable, balèze, et il va prendre le contrôle du monde, et... Non, 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 on va pas s'emballer quand même. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on va le laisser s'entraîner plus longtemps qu'il va forcément devenir de meilleur en meilleur. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Si vous le laissez s'entraîner trop longtemps, il finira par devenir en fait plutôt mauvais. Et le surapprentissage, c'est extrêmement important. Tous, probablement, dans votre vie, vous serez confrontés, un jour ou l'autre, au fait d'analyser des données. Pas forcément de l'intelligence artificielle, mais analyser des données. Et quand on analyse des données, on est tous susceptibles de faire un petit peu de surapprentissage. Donc vous devez tous faire très attention à ce que je vais vous raconter maintenant. Il faut éviter le surapprentissage lorsqu'on analyse des données. Donc maintenant, je vais faire une petite sous-présentation à part, en tout cas, pour vous montrer ce que c'est le surapprentissage. Alors, on va faire pour ça un petit exercice. Donc voici le graphique de la population belge entre les années 80 et 2000. On va faire un petit concours de modélisation entre deux élèves. Alors, c'est les deux élèves que j'ai pris l'année passée quand je pouvais faire la présentation en présentiel. C'était Nathan et Léa de Saint-Barth, mais ils ne sont plus à Saint-Barth maintenant, vu qu'ils étaient en réto. On va leur demander à Nathan et Léa de faire une modélisation de la population en Belgique. Modéliser, ça veut dire trouver une fonction f de x qui va épouser aussi bien que possible la fonction bleue qui est la vraie évolution de la population. Nathan et Léa ont donné les résultats suivants. Nathan a donné une fonction là en orange qui colle magnifiquement bien aux données, et Léa, elle s'est contentée de faire une droite. Un peu paresseuse, ça, c'est pas très évolué, c'est une droite, elle colle pas très bien aux données, mais bon, c'est ce qu'elle a fait. Voici les fonctions. Alors Nathan, c'est une fonction super balèze, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas prendre le temps de la lire. Et Léa, elle a fait une fonction f de x qui est 0,0239x moins 3756. Simple. Bon, il n'y a pas photo. Sur l'épreuve de modélisation, Nathan, c'est excellent. Léa, par contre, allez, on va dire que c'est satisfaisant, mais c'est quand même pas top. Maintenant, on va faire un deuxième concours. Une épreuve de prédiction. On va utiliser les modèles, les fonctions de Nathan et de Léa pour essayer de deviner quelle était la population en Belgique avant 1980 et après 2000. Par exemple, pour avoir la population selon leur modèle en 1970, il suffit de calculer f de 1970 ou f de 2010, si on veut la population en 2010. On va faire ça pour toutes les années autour de avant 1980 et après 2000, et on va voir les fonctions qui sont ainsi tracées, toujours en orange, à partir de leur modèle. Boum. Et ouais. Alors, avec le modèle de Nathan, qui était si bon pourtant, c'est catastrophique. Comme vous pouvez le constater, alors il y a une quarantaine ou cinquantaine d'années, il n'était pas censé avoir de gens en Belgique, et on a un nombre négatif. Et en 2015, on était censé être plus de 25 millions selon le modèle de Nathan. Sachant qu'on est à peu près 11 millions, on est un peu à la traîne quand même sur le modèle. Par contre, vous constatez que pour Léa, en fait, c'est plutôt pas mal du tout. Sa bête fonction dont vous vous êtes probablement moqué derrière votre écran, elle prédit plutôt pas mal l'évolution de la population avant et après l'intervalle considéré. On peut zoomer un petit coup. Bon, là, elle a l'air de moins bien collée, mais au final, regardez l'échelle quand même verticale, il n'y a même pas un demi-million de personnes d'écart, alors que pour Nathan, on est quand même à plusieurs millions, voire dizaines de millions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nathan a été victime de surapprentissage. Il a été trop fort sur les données à sa disposition, ce qui fait que son modèle collait trop bien à seulement certaines données, les données qu'il avait, et n'est pas capable d'extrapoler au-delà. C'est ça le surapprentissage. C'est être trop fort sur les données qu'on a, et puis complètement se planter sur des données nouvelles ou sur des prédictions en dehors des données qu'on a.
Alors que Léa, avec son modèle qui était pas terrible à la base, fait en fait des prédictions qui sont plutôt bonnes. Voici le surapprentissage donc. Donc moralité, mieux vaut être pas trop fort, mieux vaut éviter d'être trop fort sur les données d'entraînement. Et donc c'est la même chose pour notre ordinateur. Donc comment faire maintenant pour que notre ordinateur évite le surapprentissage? Alors ce qui se passe, là il y a un peu de texte, mais c'est pas très compliqué à comprendre. L'ordinateur, pendant qu'il s'entraîne à reconnaître des chiffres, de temps en temps, on va lui dire « Attends, stop, je vais contrôler que tu ne fais pas du surapprentissage. Voici des nombres que tu n'as jamais vus, des images que tu n'as jamais vues. Fais-moi des prédictions sur ces nombres. » L'ordinateur fait ses prédictions, il n'apprend plus, il fait juste des prédictions. Et nous, on va mesurer les performances de l'ordinateur sur ces prédictions. C'est comme en gros si on lui faisait faire une interro ou un examen. Et on contrôle donc ses performances là-dessus. Bon, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, parce qu'au début, l'ordinateur, il va être mauvais, hein, il n'a pas appris grand-chose, donc il fera des mauvaises interros, mais il est en train d'apprendre quand même tout doucement, donc il va s'améliorer. Sur ces interros, il va finalement finir par s'améliorer aussi, forcément. C'est comme vous à l'école, au début, vous apprenez et puis vous améliorez. Et à un moment, l'ordinateur, il va commencer à faire un peu de surapprentissage, il sera trop bon sur ses données d'entraînement, et donc ce qui va se passer, c'est que sur son interro, il va commencer à être un peu moins bon. C'est exactement comme Nathan, c'est lorsqu'on lui montre des données qu'il n'a jamais vues, à un moment, l'ordinateur va être moins bon, parce qu'il est trop bon en compensation, trop bon sur les données à sa disposition. Et donc, on va entraîner, faire interro, entraîner, interro, entraîner, interro, entraîner, interro, plusieurs centaines de fois, voire plusieurs milliers de fois, pour déceler le moment où l'ordinateur arrête de progresser sur son interro et commence à décliner donc sur son interro. Et à ce moment-là, on va dire, ok, stop, on arrête d'entraîner, on revient au moment où l'ordinateur était au sommet de sa forme sur son interro, et c'est là qu'on a notre meilleur modèle, notre meilleur algorithme, si vous voulez, pour reconnaître nos images. Et donc typiquement, c'est ce qui se passe. Lorsqu'on regarde à gauche l'évolution de la fonction de coût en fonction du temps sur les données d'entraînement, ça va toujours diminuer parce que l'ordinateur il va toujours s'améliorer sur ces données à disposition. Par contre, si vous regardez à droite les performances sur son interro, elles vont commencer par augmenter parce qu'il s'améliore, il apprend des choses, et à un moment, il va commencer à diminuer. Et donc on arrête l'ordinateur lorsqu'il commence le surapprentissage sur son interro, sur son examen. Voilà, vous savez tout. Donc il est temps de faire un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu. À la base, on a nos images qui sont des tableaux de données, qu'on va convertir en vecteurs de nombres. On va demander ensuite à l'ordinateur d'émettre des scores et puis des probabilités à partir de ces vecteurs de nombres. Ces probabilités, on va les donner à une fonction de coût pour pénaliser l'ordinateur quand il fait des erreurs graves, ou le pénaliser moins fort quand il fait des erreurs un peu moins graves. La fonction de coût, en fait, on va essayer de l'optimiser, donc de trouver les meilleurs paramètres XIJ, et pour ça, on va utiliser la notion de dérivée, qui est très très importante. Cette notion de dérivée va nous permettre donc, de trouver les meilleurs poids XIJ qui vont donner une fonction de coût aussi basse que possible. Et on va évidemment faire très attention à ne pas être victime de surapprentissage comme Nathan, en arrêtant l'apprentissage de l'ordinateur lorsqu'il commence à surapprendre. Et donc voici un petit peu toute la méthodologie qu'on met au point pour apprendre à un ordinateur à reconnaître des images. Alors ici maintenant, on peut aussi demander à l'ordinateur d'être créatif. Et ça, c'est une des applications les plus incroyables de l'intelligence artificielle, c'est la génération de visages. Il y a des méthodes qui s'appellent des GAN, pour Generative Adversarial Networks, pour générer, par exemple, des visages. Comment est-ce qu'on fait? On va donner à l'ordinateur une base de données avec plein de visages de personnes qui existent. On va lui dire, à partir de valeurs aléatoires, essaye de générer quelque chose qui ressemble aux vraies images. S'il y arrive, il reçoit une récompense. S'il n'y arrive pas, il reçoit une punition. Et en gros, par ce jeu de récompense et de punition, l'ordinateur, à force de se faire taper dessus, va finir par apprendre à générer des visages réalistes. Et donc, la personne que vous voyez sur ce slide, en fait, est une personne qui n'existe pas. Elle a été générée par un ordinateur. Vous pouvez aller sur le site thispersondoesnotexist.com. Donc voilà, là je suis sur le site thispersondoesnotexist.com et à chaque fois que je rafraîchis la page,
il y a une nouvelle personne qui est générée. Alors vous voyez que de temps en temps, il y a des petits ratés, comme la personne là sur la gauche qui ne ressemble pas à grand-chose. Ça vous prouve bien que c'est généré par ordinateur. Mais vous avez des visages extrêmement réalistes qui sont générés par intelligence artificielle à partir de grandes bases de données d'images, simplement de personnes comme vous et moi. C'est pris de Facebook généralement. Et voilà. Et c'est impossible de tomber deux fois sur la même. Donc à chaque fois que j'appuie sur F5, hop. Donc c'est plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Alors, revenons à la présentation. Un autre exemple rigolo que l'intelligence artificielle peut faire, c'est utiliser des cycle GAN, ce qu'on appelle des cycle GAN, pour transformer, par exemple, des zèbres en chevaux et des chevaux en zèbres. Alors là, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Voilà, donc vous avez à gauche l'image, une vidéo initiale d'un cheval qui court paisiblement dans sa prairie, et il a été transformé en zèbre sur l'image de droite par intelligence artificielle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est possible aussi en entraînant des réseaux de neurones particuliers à des tâches un petit peu spéciales, il faut bien le dire. Alors, toujours dans le domaine créatif, ça c'est une application que j'aime beaucoup, ça s'appelle GoGAN, c'est fait par NVIDIA. C'est extrêmement impressionnant. Ça permet en fait, pour vous, de faire une espèce de croquis, un peu comme un enfant, je vais dire, d'une image que vous souhaiteriez transformer en une image photoréaliste. Et donc, vous avez à gauche un dessin que j'ai fait un peu vulgairement, et l'ordinateur l'a transformé en image réaliste à droite. Alors, pour vous montrer comment ça marche, il suffit d'aller sur le site, NVIDIA GoGAN. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, le site vous propose d'abord une image vierge avec du ciel et de la mer. Alors, je vais essayer d'ajouter une petite montagne, par exemple là. Hop, je vais remplir pour dire que c'est de la montagne. Je vais mettre une pierre, disons, là-bas. Il faut que je reprenne le pinceau. Hop. Voilà ce que ça donne. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant plus des nuages? Voilà, je dessine pas très bien, mais c'est pas grave, l'ordinateur va faire tout le boulot après. Et il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans la verdure, un peu d'herbe. Voilà, disons ici, que je vais remplir. Alors j'accepte les conditions pour que mon image générée soit utilisée à n'importe quelle fin. Je transforme. Et voilà. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est une image quand même plutôt photoréaliste qui correspond au croquis que j'ai fait. Et c'est pas une image qui est enregistrée dans une base de données, hein, c'est vraiment une image qui a été générée à partir de ce que moi j'ai dessiné. Une dernière application que je vais vous montrer, que j'aime beaucoup, c'est Everybody Dance Now. Alors ça, c'est très impressionnant, il suffit d'aller sur YouTube, donc je vais vous montrer. Ok, donc voilà, ce qui est fait ici, il y a un danseur professionnel, et ici une personne lambda, comme vous et moi. Le danseur professionnel va effectuer certains mouvements de danse, et la personne lambda, en fait, ne va jamais faire ces mouvements-là. C'est l'ordinateur qui, après avoir scanné une seule fois la personne, va reconstruire une vidéo de cette personne lambda faisant les mêmes mouvements que le danseur. Donc les mouvements que la personne en bleu ici fait, elle ne les a jamais faits. Ce sont des images générées entièrement par ordinateur. Là, vous avez même un deuxième sujet, une deuxième personne lambda, là, un peu grand dadais, hein, ça pourrait être vous et moi, hein, en train de faire ces gestes-là. Et donc, regardez ce qui se passe. Vraiment, l'ordinateur arrive à créer des images de ces personnes en train de danser, comme Bruno Mars. Alors, je voudrais maintenant attirer votre attention quand même sur quelque chose de très important. Si vous avez été bien attentif, vous avez constaté que pour apprendre à un ordinateur à faire une certaine tâche, il faut pouvoir le corriger, il faut pouvoir lui dire s'il a raison ou tort dans ses prédictions, il faut pouvoir le pénaliser. Et donc, il faut pouvoir lui donner en fait la solution à laquelle il est censé arriver. Cette solution, c'est ce qu'on appelle des labels. En fait, c'est des annotations, c'est la vérité, et elle doit être fournie par des humains, d'une certaine façon. Il a fallu, en fait, pour mon exemple avec les chiffres, que quelqu'un prenne toutes les images de chiffres qu'on a analysés et dise c'est un 2, c'est un 3, c'est un 4, et ainsi de suite, pour que nous, on possède les solutions et qu'on puisse dire à l'ordinateur quand il se trompait et quand il ne se trompait pas. D'accord ? Et donc l'apprentissage supervisé tel qu'on l'a vu, il nécessite des annotations faites par les humains.
Et les annotations, en fait, c'est extrêmement précieux, au point que les grandes boîtes essayent d'en avoir un petit peu par tous les moyens. Comment obtenir des annotations? En fait, la meilleure source d'annotation et de données, vous ne le savez pas, mais c'est vous. Par exemple, sur Facebook, quand vous taguez vos propres photos avec votre visage partout, vous donnez à Facebook des informations sur comment vous reconnaître, comment reconnaître un visage, comment localiser une personne. Ou quand vos amis le font pour vous, ils donnent ces informations-là à Facebook. Ou sur Twitter, ou sur Instagram, quand vous mettez des hashtags en dessous de vos photos, vous donnez des informations sur la photo, gratuitement. Ou alors, de temps en temps, quand on vous demande de cliquer sur les tuiles qui représentent, comme ici, des panneaux de signalisation, en fait, vous donnez des annotations, simplement, parce que vous cliquez, vous dites là il y en a un, là il n'y en a pas, là il y en a un, là il n'y en a pas. Et donc ça fournit des annotations aux algorithmes qui se trouvent derrière. Alors, je ne dis pas que Facebook, Twitter, Instagram, c'est mal. Vous avez largement le droit de l'utiliser. Mais faites bien attention à vos données, parce qu'en fait, tout ce que vous fournissez sur les réseaux sociaux et tout ce que vous fournissez sur Internet, ce sont des informations. Et n'importe quel type d'information peut être utilisé, ou en tout cas est utilisé après par certaines grandes compagnies, certaines grandes entreprises, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour effectuer différentes tâches. Par exemple, si vous écrivez beaucoup sur Facebook ou sur Twitter, à terme, il pourrait y avoir des algorithmes automatiques qui vont apprendre votre style d'écriture et pouvoir écrire de la même façon que vous. Alors évidemment, là, c'est un cas d'usage à mauvais escient, mais il faut rester très prudent sur ce qu'on publie et il faut être conscient qu'on fournit des données énormément sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quand même des cas d'application très intéressants et très positifs qui vont arriver dans le futur avec l'intelligence artificielle. Notamment, la médecine va probablement être révolutionnée grâce à ces nouveaux outils. Par exemple, si on veut segmenter, localiser où se trouvent les poumons, le cœur, etc., automatiquement, des outils automatiques vont pouvoir le faire très rapidement et parfois mieux que les médecins. En Chine, il y a déjà eu une compétition entre des machines et des médecins où il fallait analyser des radiographies et détecter, je pense que c'était des tumeurs, dans les radiographies présentées. Et il se fait que ce sont les ordinateurs qui ont gagné le concours, c'est-à-dire qu'ils allaient beaucoup plus vite que les médecins et ils étaient beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est quand même largement positif, je veux dire, comme évolution de l'intelligence artificielle. Il y a la conduite autonome aussi qui va bientôt arriver ou qui arrive déjà de plus en plus. Ça, avec la conduite autonome, on ne se rend pas bien compte, mais il y aura probablement beaucoup moins d'accidents que ce qu'il y a actuellement. Et ça va permettre aux gens de gagner un temps fou parce qu'ils vont pouvoir faire autre chose dans leur voiture plutôt que de rester attentifs en train de conduire. Au niveau de la mode, il va y avoir beaucoup de changements aussi. Par exemple, des grandes enseignes de la mode développent des intelligences artificielles pour que vous puissiez automatiquement vous voir avec n'importe quel type de vêtements sur vous. Donc, par exemple, sur l'image ici, vous voyez qu'il y a trois modèles, à 3 personnes et divers types de vêtements. Et l'intelligence artificielle a généré systématiquement la personne portant le vêtement pour toutes les combinaisons possibles de personnes et de vêtements. Et donc ça va arriver de plus en plus aussi. Comme ça, il n'y aura pas forcément besoin d'aller en magasin, ou en tout cas, en magasin, vous pouvez juste mettre le vêtement devant vous et l'intelligence artificielle va arranger les choses pour vous. Pas forcément besoin d'essayer. Ça permet de gagner du temps, évidemment. Et il y a aussi, par exemple, tout ce qui est surveillance de la Terre, qui va pouvoir se faire de plus en plus de manière automatisée, parce qu'on envoie pas mal de satellites dans l'espace. Et grâce à ces satellites, on récolte des données qui pourront être utilisées pour voir quand il y a des inondations, quels sont les risques dans certaines zones, dans l'analyse des sols, des forêts évidemment. Donc il y a pas mal de choses qui pourront être étudiées avec de l'intelligence artificielle dans le futur de plus en plus. Voilà qui conclut notre présentation sur une note quand même positive. J'espère vous avoir montré qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle parce que elle ne va jamais se retourner contre nous, elle ne fait que ce qu'elle est censée faire, que ce qu'on lui a appris à faire. Néanmoins, faites très attention avec vos données sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez entraîner des intelligences artificielles, je vous ai donné un exemple de code. Si vous voulez vous initier à la programmation, c'est un très bon début. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser des questions dans la table ronde qui est prévue à l'occasion du Pi Day. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.